Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à quelques interrogations qui m'ont été utilement communiquées, je voudrais vraiment sincèrement m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui. C'est un temps que je regrette de ne pouvoir partager sincèrement parce que je crois qu'on a tous beaucoup travaillé, moi aussi avec vous, et ce temps d'échange, je crois, va être très riche, très utile aussi. Donc, mille excuses, mais voilà, je répondrai à ces questions et en pensant bien à vous à ces instants de débat. Alors, comment analysez-vous le fait que l'histoire des enfants réunionnais de la Creuse n'ait suscité l'attention et l'émotion du public que depuis que certaines victimes en ont parlé? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications au fait que cette histoire n'ait suscité d'émotions que très récemment. D'abord parce qu'à La Réunion, nous avons, alors je dis à La Réunion, mais c'est peut-être vrai dans beaucoup de pays du monde, cette capacité à enfouir profondément des moments douloureux de notre histoire et de ne pas comme ça les mettre sur la place publique ou dans le pot commun pour que nous puissions en parler et en faire le deuil. La deuxième chose, alors peut-être une honte aussi, dose de honte de ces parents qui l'ont fait, d'enfants qui n'ont pas voulu non plus trop en parler. D'ailleurs, c'est un sentiment de honte que j'ai perçu tout au long de ce travail et lorsqu'on a présenté la résolution à l'Assemblée nationale. Et puis par mes connaissances, très certainement, parce que nous travaillons encore aujourd'hui en 2019 sur beaucoup d'aspects de notre histoire qui n'a pas été enseigné, connu, et donc la méconnaissance fait aussi le non-partage de ces moments particulièrement douloureux qui fait le commun aussi de notre vivre ensemble à La Réunion. Cet exil forcé était présenté comme une volonté de repeupler la France rurale, mais cachait-il d'autres desseins? Alors moi je ne suis pas une historienne, je suis une politique. Et je dis bien sûr à la lumière des travaux ou des écrits ou des recherches qui ont été faites, mais je le dis aussi en fonction des analyses politiques, c'est-à-dire de contexte socio-économique qui étaient aussi ceux de l'époque. Je pense qu'il y avait effectivement un aspect d'opportunité de repeuplement de ces zones rurales de France qui se dépeuplaient. Mais je pense aussi qu'il y avait par cet exode forcé un moyen aussi de vider La Réunion de ses enfants, trop nombreux pour ceux qui étaient aux responsabilités, très pauvres, et pour lesquels les solutions politiques, en tout cas au moment où ces questions se posaient, les solutions politiques n'existaient pas. Et la solution la plus immédiate et la plus concrète était profitons de cette opportunité qui s'ouvre au repeuplement de la France et envoyant tous ces petits-enfants pauvres vers la France et peut-être que là-bas ils auront un meilleur avenir. Finalement, c'est un sens du voyage qui n'a plus tellement cessé depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours cette idée de trouver les solutions ailleurs, en partant ailleurs, alors que très certainement les solutions se trouvent aussi à La Réunion. À l'époque, des voix se sont-elles élevées contre cette déportation? Pas à ma connaissance, en tout cas mollement, des murmures, des voix vite étouffées. Ça n'a pas fait l'objet en tout cas de grands combats mobilisateurs de la population réunionnaise où les gens se sont révoltés contre ce mouvement d'exode forcé. J'ai pas retrouvé ça, ni dans les paroles, ni dans les souvenirs de ceux que j'ai interrogés. Alors peut-être dans les archives historiques, les experts qui sont présents autour de ces tables rondes pourront me contredire, mais en tout cas, cet exode forcé n'a pas mis le peuple
dans la rue n'a pas mobilisé la population réunionnaise pour qu'elle cesse. Peut-on dire que l'État français a délibérément trompé ses familles? Oui. Oui, parce que, alors peut-être pas au début du mouvement, je veux garder le bénéfice du doute, mais à partir du moment où les alertes ont été faites par des serviteurs de l'État, qui ont fait des notes et qui ont alerté en disant il faut arrêter ça parce que les conditions ne sont pas les meilleures, parce que les enfants ne sont pas on ne respecte pas la protection de ces enfants et leur intégrité physique et morale. La machine ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à mettre dans les avions les petits, les plus grands. Et là, il y a eu véritablement une volonté délibérée, coûte que coûte, d'envoyer les enfants malgré les notes, malgré les alertes claires qui avaient été écrites et faites à ce moment-là. Peut-on dès lors parler de maltraitance d'État et quelles sont les responsabilités? Oui, il y a maltraitance des services, en tout cas de l'État, qui était au service de ce projet politique et qui, encore une fois, coûte que coûte, a organisé dans des conditions les plus difficiles, sans suivi, sans évaluation, sans capacité de retirer les enfants qui subissaient des maltraitances dans certaines familles, sans possibilité d'écouter l'enfant et de pouvoir lui proposer un retour, même si à cette époque-là, les retours étaient beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui, certes, mais comme l'allée était organisée, on aurait pu penser que le retour, après évaluation psychologique, sociale, fait par les mêmes services qui faisaient l'allée, aurait pu, à un moment donné, permettre de corriger les choses. Donc oui, c'est une maltraitance qui a été organisée par l'État, qui a été faite en connaissance de cause à un moment donné. Et c'est une lourde responsabilité de l'État qui a mis en place toute une organisation. Enfin, il faut quand même se mettre à l'idée que dans les années 60, l'administration réunionnaise n'est pas pléthore. On mobilise les assistantes sociales, on mobilise des directeurs d'établissement, on mobilise des transporteurs, en tout cas un transporteur, on mobilise toute une structure locale, mais on mobilise dans le même temps des structures nationales. Voilà, toute cette organisation-là, à un moment donné, elle mobilise des administratifs, des grands corps de l'État. Tout ça est organisé, tout ça est voulu, tout ça est pensé. Et cette machine folle s'emballe et ne s'arrête pas. Donc oui, c'est une lourde responsabilité de l'État. Comment avez-vous travaillé à l'élaboration de cette résolution? Alors c'était assez complexe parce que le temps politique n'est pas toujours le temps suffisamment long pour pouvoir faire un travail plus épais, parce que je pense que cette résolution très certainement aurait dû mériter un travail un peu plus approfondi, un peu plus épais. Mais je voulais, l'objectif était vraiment de faire rentrer dans l'histoire de France cette part de l'histoire de ce bout de France dans l'océan Indien. C'était ça l'objectif. Et donc, je voulais aller vite, le faire dans les 5 ans. Je voulais être sûre que cela passe, donc voter bien sûr par la majorité, mais pas que. Je ne voulais pas qu'il y ait des oppositions tellement fortes, que ce soit au national
qu'au niveau local d'ailleurs, hein, parce que au niveau réunionnais, tout le monde n'a pas tout de suite applaudi qu'on parle des enfants dits de la Creuse, hein, loin s'en faut. Donc je voulais que ça aille vite, je voulais que ça passe le plus vite possible. Et donc pour faire ça, j'ai travaillé sur un texte, d'abord avec un constitutionnaliste, Lola Sukramania. J'ai rencontré bien sûr tous ceux qui ont vécu cette histoire. J'ai lu aussi ce que je pouvais lire et voilà, je l'ai construite comme ça en pas à pas, en avançant avec le groupe politique majoritaire à l'Assemblée nationale, calé aussi avec la commission des lois, puisque le président de la commission des lois, monsieur Urvoas, pardon, donc qui est devenu après garde des Sceaux, m'a accompagné aussi dans la rédaction de cette résolution pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle soit juste en termes juridiques, dans les faits qui sont relatés, mais également dans les demandes qui ont été après, qui ont fait l'objet de cette résolution. Donc voilà, c'est un travail long, plutôt mesuré, qui manque très certainement d'éléments, mais qui devait être fait parce que le premier objectif, c'était de faire rentrer cette mémoire à l'Assemblée nationale et prendre quelques mesures qui me semblaient absolument nécessaires pour la reconstruction, participer à la reconstruction de ces enfants devenus adultes. Pourquoi une résolution mémorielle plutôt qu'une loi ? Pour être sûr que ça passe. J'étais à peu près sûre qu'une résolution, j'avais la garantie que la résolution passait. J'avais moins de garantie qu'une loi puisse être adoptée. Le temps était également compté. Et je voulais aller vite. Une loi aurait demandé beaucoup plus de temps. Je n'avais aucune certitude qu'elle puisse passer, puisque vous savez qu'il y a les calendriers législatifs, que le gouvernement a son calendrier, que tout ça est très chargé. J'aurais fait une proposition de loi qui aurait au final eu un peu la même teneur que cette résolution, mais dans un temps beaucoup plus long. Voilà, donc j'ai choisi la résolution par efficacité. Cette résolution symbolique et mémorielle a été adoptée par 125 voix contre 14. Quels ont été les débats et prises de position à l'Assemblée ? Alors c'était une séance qui a été plutôt étonnante pour moi, parce que même si ça paraît peu d'avoir près de 130 députés en séance, il faut savoir que c'est beaucoup. Parce qu'en général, quand on a des sujets sur les Outre-mer, y compris le budget d'ailleurs pour les Outre-mer, ou des lois, on n'est pas 130. On est juste les quelques députés représentant chacun nos territoires. Très très peu d'hexagonaux, donc nous discutons entre nous. Et là, le fait d'avoir 130 députés, d'ailleurs qui ne sont pas venus d'un coup, puisqu'on était très peu en début de séance, et au fur et à mesure que les débats avançaient, j'ai vu des députés arriver. Donc ce qui nous a fait beaucoup plaisir, à moi, mais surtout à nos invités, hein, les enfants de la Creuse qui étaient là, en tout cas une partie d'entre eux, ça a dû leur faire plaisir parce que tout d'un coup, les députés qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire ont été choqués de la découvrir, et ils sont venus écouter et partager ce moment en séance. Donc ça, c'était un bon point. Et les prises de parole, pareil, je les ai voulues plutôt ouvertes et équilibrées. Donc bien sûr, la règle, c'est que chaque groupe ait un temps de parole. Ça, c'est une règle, ça se négocie pas. Mais dans les prises de parole, il y a eu une opposition très claire qui était Bernard Debré, bien sûr, qui a emporté les 14 votes contre. C'était essentiellement des groupes LR.
où eux, ils étaient sur la ligne très politisée. Or, je crois que dans mes propos depuis le départ, même en ayant posé une responsabilité politique claire dans ce sujet, jamais je n'ai fait le procès à l'Assemblée de tel ou tel. Ça n'était pas du tout le but. Le but, encore une fois, était de la reconnaissance de ce qu'ils avaient vécu, puisque cette histoire, jusqu'à présent, avait été niée par les instances judiciaires, puisque Jean-Jacques Martial, qui avait fait des recours, n'a jamais vu aucun de ces recours aboutir, pour des raisons juridiques qui se valent, mais peu importe, symboliquement, aucun moment de leur histoire n'avait été reconnu par aucune institution. Donc il s'agissait vraiment de cette reconnaissance-là. Donc les débats étaient plutôt équilibrés, avec une position forte anti-résolution qui était portée par Bernard Degré au nom du père, et sinon le ministre, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, qui a fait une très belle intervention, et puis le député de la Creuse, qui lui est venu témoigner bien sûr de la connaissance de cette histoire, et puis de dire que son territoire, il y tenait beaucoup, n'était pas un territoire de violence, qu'il y avait eu beaucoup de drames, mais qu'il y avait eu aussi cet ancrage réunionnais qui fait aujourd'hui la fierté du territoire de la Creuse. Voilà, donc ça a été des débats longs, riches, plein d'émotions, politiques aussi, où chacun a pu dire aussi ce qu'il interprétait de cette part de l'histoire de la Réunion. 2 ans après l'adoption de la résolution mémorielle, le gouvernement a installé une commission nationale d'experts. Quels étaient ses objectifs et comment a-t-elle travaillé ? Alors moi, je voudrais saluer d'abord cette commission d'experts et son président, M. Vidal. Je voudrais les saluer pour l'intensité du travail qu'ils mènent. Parce que cette commission, ça n'était pas rien. Bien sûr, il y avait tout un aspect recherche, un aspect travail universitaire. Mais ils sont les mieux placés pour en parler. Nous avons échangé lorsque j'étais ministre des Outre-mer. Ils ont aussi partagé des tranches de vie. Ils ont été en contact régulier avec les enfants de la Creuse. Ils ont vécu leur meurtrissure, leur colère, leur joie aussi. Donc ils ont vécu avec les uns et les autres, et je sais que ça n'a pas été simple. Donc bravo à ce qu'ils ont pu faire. Merci pour le rapport qu'ils ont rendu, qui est un rapport extrêmement riche, qui devra faire l'objet, à mon avis, de rencontres et d'animations là-bas en France hexagonale, mais également à La Réunion. Je pense qu'il faut animer ce travail, le vulgariser pour que, avec un support si riche, nous puissions continuer à réfléchir sur ce qui s'est passé. Donc cette commission d'experts, c'était véritablement ça, des gens sérieux, reconnus, patients, engagés, qui pendant toutes ces années ont consacré beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur argent, parce qu'ils n'ont pas été beaucoup accompagnés, à écrire, à réfléchir et à faire vivre cette mémoire. Ce que je voulais, moi, dans la résolution, c'est que ces anciens enfants devenus adultes qui ont subi l'exode puissent reconstituer leur histoire, c'est-à-dire aller aux archives, que ça, on puisse les accompagner à faire ce travail de reconnaissance, qu'on puisse les identifier aussi. La commission devait aussi faciliter l'identification de ces anciennes, de ces victimes, et qu'on puisse les aider pour faire tout ce travail, à revenir à La Réunion pour ceux qui demandaient à venir retoucher leur terre natale. Voilà, alors la commission a été installée, je pense qu'elle a eu du mal à avoir les moyens de ces ambitions-là. Néanmoins, elle a travaillé. Puis lorsque j'ai été ministre des Outre-mer et qu'on a fait un point d'étape, puisque là aussi le temps est toujours compté, j'avais décidé de mettre en place des aides un peu provisoires
pour que les adultes puissent venir à la Réunion. Alors il y a eu des aides qui ont été au retour de séjour sur le billet d'avion avec un support avec l'association UDAF. Ça s'est fait tant bien que mal, c'était nécessaire en tout cas. J'ai été heureuse de le faire parce que je pense que certains n'auraient pas pu faire ce pas de revenir pour reconstituer une partie de leur histoire, avec succès pour certains, avec moins de succès pour d'autres. Ça a permis également de rajouter des victimes qui n'avaient pas été identifiées, en tout cas pas officiellement. Lorsque j'ai fait la résolution, j'étais à 1683, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, on est à plus de 2000, si je ne me trompe. Donc voilà tout le travail qu'a fait cette commission. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire vivre d'abord cette mémoire, ces textes, ces recherches, à les partager, à apaiser aussi, et puis à accompagner encore les associations qui sont montées d'anciennes victimes et qui ont envie de continuer leur combat vers une réparation. Quel chemin reste-t-il désormais à parcourir? Beaucoup de chemins, ce que je viens de dire, c'est un chemin que tout le monde doit faire, c'est un chemin commun. Et vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, peut-être, c'est le chemin commun. C'est qu'on ne peut pas traiter de ce sujet aujourd'hui après avoir toutes ces informations. On ne peut pas se dire, les experts traiteront, les anciennes de la Creuse traiteront de leur côté, et puis les Réunionnais d'ici et d'ailleurs, ils traiteront de leur côté. Donc, je pense que ça fait le commun. Ce travail-là doit rentrer dans l'histoire commune, dans ce que nous partageons ensemble. Et c'est ensemble que nous devons en parler, c'est ensemble que nous devons faire le deuil. Et faire le deuil d'une part de notre histoire telle que celle-là, c'est de pouvoir grandir et faire sortir par le haut, nous tous, mais singulièrement, ces personnes qui sont devenues des pères, des mères, des grands-pères et des grands-mères, et qui eux aussi doivent pouvoir se projeter dans l'avenir avec sérénité. Et je vous dis qu'aujourd'hui, après en avoir encore rencontré il y a 15 jours, 3 semaines, nous ne sommes pas au rendez-vous. La douleur est encore vivace, les mots sont encore tremblants et les larmes sont encore trop souvent dans les yeux de ces pères et grands-pères et mères et grand-mères. Voilà, donc c'est tout ce travail que nous avons à faire et nous allons en sortir grandis.